Bienvenue à tous. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette journée internationale de la femme, pour la célébrer tous ensemble. Alors bonjour, bonsoir, où que vous vous trouviez. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Nous allons aujourd'hui parler de la maladie de Van Willebrand et en particulier du saignement de l'appareil reproducteur, de la grossesse et du saignement postpartum. Bien, je suis Dawn Rotellini, je suis votre modératrice aujourd'hui et je suis fière de servir au sein de la FMH, du comité pour les troubles consacrés aux femmes et aux filles et à leurs troubles de la coagulation en particulier. Donc, quelques petites informations techniques. Tout d'abord, vous pouvez accéder à une interprétation simultanée en français, espagnol et arabe. Pour cela, cliquez sur le globe en bas à droite de votre écran et sélectionnez la langue de votre choix. Donc, anglais, chinois, français, allemand, espagnol, arabe. Vous pouvez également choisir de placer en sourdine l'audio original. Sur les téléphones mobiles, vous voyez comment cela fonctionne à l'écran. Vous devez cliquer sur les trois petits points en bas à droite de votre écran et à partir de là, vous pouvez sélectionner là aussi le canal d'interprétation. Et puis, une fois que vous voyez ceci à l'écran, une fois que vous avez sélectionné votre langue, n'oubliez pas de cliquer sur Down pour mettre en œuvre les changements choisis. Alors, pour poser une question, vous pouvez sélectionner l'icône de questions-réponses en bas de votre écran et taper votre question. Nous allons nous assurer d'y répondre à la fin de ce webinaire, après la présentation de nos intervenants d'aujourd'hui. Et donc, je suis vraiment très contente de partager avec vous cet ordre du jour. Donc, nous aurons deux présentations aujourd'hui. Tout d'abord, celle de Lakshmi Srivat sur donc, la maladie de Van Willebrand et les saignements de l'appareil reproducteur. Et puis, celle de Paula James qui nous parlera là aussi de la maladie de Van Willebrand liée au saignement lors de la grossesse et postpartum. Et puis, nous aurons un partage d'expérience. Alors, malheureusement, Cathy ne pourra pas nous rejoindre aujourd'hui, mais Lorraine sera bien là pour donc partager son expérience. Et puis, nous aurons un moment à la fin réservé aux questions-réponses. Alors, un petit test. Tout d'abord, nous voudrions vous demander d'évaluer vos connaissances dans les domaines suivants. Tout d'abord, la maladie de Van Willebrand, les saignements de l'appareil reproducteur et les saignements postpartum. Donc, le 1 correspond à très mauvais, le 5 à le 6 à excellent. Donc, vous voyez les options qui s'affichent sur votre écran. Connaissance très médiocre, médiocre, moyenne, bonne, très bonne ou excellente. Donc, tout d'abord, vos connaissances sur la maladie de Willebrand, la première question, sur l'hémorragie de l'appareil génital, numéro 2, et troisième question, hémorragie postpartum. Donc, veuillez sélectionner l'option qui correspond, qui répond, qui représente la mieux vos connaissances dans ces domaines. Donc, nous vous laissons encore quelques instants pour vous donner la possibilité de répondre. Alors, je vois que d'autres personnes nous rejoignent. Et encore, merci. Merci beaucoup d'être présents. Nous commençons tout juste et nous allons passer dans quelques instants à l'écran suivant. Voilà. Donc, je suis ravie de
vous présenter, d'accueillir nos intervenants d'aujourd'hui. Nous allons commencer avec la docteure Lakshmi Srivat. Elle est professeure au département de pédiatrie de l'Université du Texas et du Collège Medevant, Collège d'hémophilie et de thrombose du Texas. Elle est directrice du département de pédiatrie. Elle a une vaste expérience et expertise dans l'analyse clinique en matière d'hémostase et de thrombose. Et elle a gagné de nombreuses bourses, nombreuses distinctions et récompenses. Elle a occupé également de nombreux postes de direction au sein de différents comités et organismes de lutte contre les troubles de la coagulation, notamment des femmes et des filles. Et puis, nous avons également aujourd'hui Paula James, qui est professeure à l'Université Queen's. Elle, elle travaille au sein du département de médecine moléculaire et s'intéresse tout particulièrement, là aussi, aux troubles de la coagulation chez les femmes et chez les filles. Elle est une chercheuse active qui se concentre sur la recherche moléculaire et sur l'impact clinique des troubles de la coagulation chez les femmes et chez les filles. Elle a occupé des postes de direction dans les institutions internationales, notamment la FMH, et a participé à l'élaboration des lignes directrices d'établissement de diagnostic de la FMH et d'autres institutions. Nous écouterons également Lorraine Phillips. Elle a également occupé un poste de direction de la FMH en Nouvelle-Zélande. Elle est elle-même atteinte de la maladie de Van Willebrand et a travaillé pendant de nombreuses années aux côtés de personnes atteintes de troubles de la coagulation. Elle s'intéresse tout particulièrement aux droits de l'environnement et à la préservation de la nature. Et puis, malheureusement, Cathy Verbranken, qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, nous l'écouterons à une autre occasion. Donc, comme je le disais, nous allons commencer par la docteure Lakshmi Srivat. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Nous vous écoutons avec grand plaisir. Vous avez la parole. Merci beaucoup pour cette chaleureuse présentation. Est-ce que je peux partager mon écran? Alors, est-ce qu'on peut afficher mes diapositives à l'écran, s'il vous plaît? Ce ne serait pas un webinaire en direct, hein, si on n'avait pas quelques petits soucis techniques. Ce serait pas drôle. Voilà. Merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir aujourd'hui d'être ici devant vous pour vous parler de la maladie de Van Willebrand et de l'hémorragie de l'appareil génital. Je vais donc me concentrer aujourd'hui en particulier sur l'hémorragie de l'appareil génital. Voilà mes déclarations de conflit d'intérêts éventuels. Et donc, mon objectif aujourd'hui est de mettre en lumière et d'évoquer l'hémorragie de l'appareil génital chez les femmes post-pubères et en relation avec la maladie de Van Willebrand. Donc, nous allons évoquer la prévalence de cette maladie, les défis de la reconnaissance et puis le traitement et le diagnostic. Alors, le docteur Eric Van Willebrand, qui a donné son nom à ce trouble, vient d'une petite île au large de la Finlande. Et en avril 1924, on est venu lui présenter une jeune fille de 5 ans qui présentait des saignements mucocutanés avec
des antécédents familiaux de troubles de la coagulation. Trois jeunes filles, trois sœurs avaient trouvé la mort et elle-même, 8 années plus tard, elle est décédée de ménorragie. Donc, il a bien sûr cherché à en savoir plus et a par la suite pu donner son nom à ce trouble particulier de la coagulation. Donc, quelle est la prévalence des règles abondantes dans, liées à la maladie de Willebrand dans le monde? Eh bien, de 5 à 24% des femmes présentent des règles abondantes et ce taux est considérablement augmenté si les personnes souffrent et sont diagnostiquées de la maladie de Von Willebrand. Donc, nous tirons nos données des collectes de données universelles chez les femmes, du CDC, du projet de surveillance, donc des centres de traitement de l'hémophilie aux États-Unis. Mais selon d'autres centres de diagnostic, les, euh, les chiffres varient. Donc, ce qui est assez troublant ici, c'est que ces études de données ont rapporté que seulement 8% des personnes qui ont présenté des règles abondantes euh, ont bénéficié d'un diagnostic de la maladie de Van Willebrand. Donc, on en arrive à la conclusion que les femmes atteintes de la maladie de Van Willebrand présentent de 32% à 100% des règles abondantes. Et puis, un pourcentage également élevé présente des symptômes de ménorragie. Donc, après cette première publication des premiers chercheurs qui se sont intéressés au problème, d'autres études ont été menées sur un faible taux de facteurs de Van Willebrand et son lien avec les règles abondantes chez les euh, femmes adultes. Et on en arrive à la conclusion que euh, plus le taux de facteurs de Van Willebrand est faible et plus les femmes souffrent de règles abondantes. Et là, ce qui est intéressant également, c'est que ces patients, euh, de la même manière, on observe la même chose chez les filles adolescentes, c'est-à-dire des taux de facteurs bas sont associés à des règles abondantes, mais également tous les troubles qui lui sont associés, un risque d'anémie, une déficience de plaquettes et une déficience en fer également et une hospitalisation dans les cas très graves de règles abondantes. Donc tout cela a pu être faire l'objet d'analyses plus détaillées. Et puis d'autres analyses ont pu comparer les différents types de maladies de Von Willebrand, le type 1 et les niveaux de facteurs de Von Willebrand et
39% ont montré une normalisation des niveaux de facteurs de Von Willebrand avec le temps lors de cette étude LO-VIC et puis lors de la cohorte WIN. À mesure que l'âge avance, 47% ont démontré des niveaux de facteurs moins importants, inférieurs à 30 IU, et 30% des patients atteints de la maladie vraiment de type 1 ont montré également une évolution dans le temps. Alors, quelle est la prévalence des kystes ovariens dans la maladie de Willebrand? On peut affirmer un pourcentage de 16 à 60%. Alors, les cas rapportés sont les cas d'une femme nullipare avec un deuxième épisode d'hémopéritoine dû à une rupture du corps euh, hémorragique. Donc, tout cela est lié bien sûr à de nombreuses complications comme les kystes ovariens, l'anémie et étroitement lié également à l'endométriose et la fibroïde. Il y a quelques symptômes qui sont liés à tout cela, l'anxiété, qui ont raté des classes à l'école. Donc, tout cela affecte la qualité de vie. Donc, il est très important d'évaluer ces patientes-là affectées avec des saignements de l'appareil reproducteur et il faut faire un dépistage pour détecter la maladie de Willebrand. Il faut les évaluer dans un contexte multidisciplinaire de la part de l'hématologue et les gynécologues. Et il faut aussi prendre note des antécédents de la patiente, utiliser l'outil d'évaluation des saignements et aussi le score Pictorial Blood Assessment Chart. Il faut aussi faire un hémogramme, le temps de prothrombine et PTT ainsi que le fibrinogène. Les patientes atteintes des saignements de l'appareil reproducteur, il faut savoir quels sont les niveaux des facteurs tout au début de la maladie. Voilà les lignes directrices pour l'évaluation de ce type de maladie et voilà le diagramme de flux. Voilà les différents niveaux et qu'il faut détecter. Ces patientes-là peuvent être diagnostiquée comme la maladie de Willebrand niveau 1, type 1, c'est la maladie la plus légère, ou bien la maladie type 1 ou type 2, c'est que c'est la maladie la plus grave. Les interprètes vous demandent de ralentir un peu. Merci, il faut parler plus doucement. Merci aux orateurs. Voilà quelques aspects que j'aimerais souligner ici. Le panel recommande un niveau de Willebrand inférieur à 1,30. C'est 0,30 et indépendamment des saignements, mais aussi pour les patients avec des niveaux entre euh, 3,5 et 5 avec saignement et les patients aussi qui ont deux facteurs de Willebrand. Il faut, au moment d'essayer de dépister le facteur Willebrand dans ces patientes, c'est tout un challenge les niveaux de Willebrand descendent au moment des règles et durant la grossesse, les niveaux augmentent. Les sites de test, cela peut produire un délai dans les traitements et cela peut réduire aussi les niveaux de facteurs. Quelques médicaments peuvent réduire ou augmenter les niveaux des facteurs. Nous utilisons l'essai qui a plusieurs défis, par exemple une mauvaise reproductibilité, une variabilité assez interlaboratoire et un taux d'erreur assez haute pour le diagnostic. Mais il y a d'autres essais qui ne sont pas toujours disponibles. Les essais que vous pouvez voir sur la diapo, il y a d'autres troubles physiologiques qui peuvent augmenter ou diminuer les
les niveaux de facteurs de Willebrand. Les études ont démontré qu'il y a des différences des populations dans les différents niveaux. Les Africaines ont un niveau supérieur si on les compare avec les Caucasiennes, les Indiennes, et il y a des variantes de l'exon 28 dans les femmes africaines. Cela peut être surmonté avec des essais spécifiques. Nous avons aussi que le groupe sanguin 0 ou O peut démontrer des niveaux inférieurs de facteurs de Willebrand. Donc, les essais en général, sont fondées sur la détection de la présence ou l'absence de facteurs Willebrand au lieu de d'autres aspects. Donc, il y a différentes stratégies de prise en charge telles que la thérapie hormonale, les contraceptifs basés seulement sur la progestine. Donc, voilà la première ligne de traitement. Parmi les agents antifibrinolytiques, on peut utiliser l'acide tranexamique et l'acide aminocaproïque qui peut être utilisé également. Voilà une première ligne de traitement parce qu'elle n'est pas tellement efficace, la desmopressine. On parle de la desmopressine. Avec les patients avec la maladie sévère, peut-être qu'ils auront besoin de remplacement de facteurs de Willebrand. Donc, nous avons le facteur de Willebrand dérivé du plasma est recombinant et lorsque le saignement est sévère, on peut avoir le besoin d'une chirurgie telle que l'ablation endométriale et l'hystérectomie. Il faut éviter les médicaments qui peuvent augmenter les saignements et aussi des activités qui peuvent produire de bleu, par exemple, et des saignements par conséquence. Il y a quelques aspects auxquels il faut faire attention, l'anémie, et on peut le traiter avec les transfusions et d'autres thérapies, par exemple la thérapie riche en contenu de fer. Donc voilà la prise en charge recommandée par les différentes organisations que l'on voit dans la partie supérieure de l'écran, parmi d'autres la ISTH, la ASH, etc. Donc, pour ces patientes, la contraception hormonale, y compris le dispositif intra-utérine ou l'acide tranexamique, peuvent être utilisés comme thérapie en dépit au-delà de la desmopressine. Et on ne peut le prescrire comme monothérapie. Ces patientes doivent être évaluées dans un contexte multidisciplinaire parce que il est important de gérer les complications médicales telles que l'anémie ferriprive et la règles abondantes. Donc, il faut faire une évaluation gynécologique standard pour éviter différentes complications. Je vais vous montrer quelques essais novateurs dans cette population de patientes. Nous avons fait un essai d'un seul centre de phase 2 pour évaluer différents scores. Nous avons complété un essai avec une injection de facteur Willebrand recombinant plus acide tranexamique. Donc, les résultats avec l'acide tranexamique ont été plus efficaces si on les compare avec le facteur Willebrand recombinant. Dans un petit nombre de patients, nous avons utilisé octréotide. Donc voilà la fin de ma présentation. J'espère vous avoir montré que lorsque prend en charge la maladie de Willebrand chez des femmes avec des troubles de l'appareil reproducteur, on ne prend pas en charge seulement les saignements, les règles abondantes, mais d'autres occasions des saignements. On peut par exemple faire attention aux interventions dentaires péri-opératoires, les saignements liés au traumatisme, la grossesse, les saignements postpartum et aussi des modifications du style de vie pour éviter les saignements. Il faut aussi diagnostiquer les parents et les membres de la famille affectés qui peuvent être potentiellement affectés. Donc, lorsque on diagnostique la maladie de Willebrand chez une femme, il faut
cibler toute la famille de cette femme. Merci à la FMH de m'avoir donné cette opportunité. Je donne cette présentation au nom de la Fondation pour les femmes et les filles atteintes de troubles de la coagulation, Foundation for Women and Girls with Blood Disorders. Merci, chers collègues. Vous avez couvert tant d'informations qui est tellement importante pour nous tous et nous toutes. Merci. Nous allons avoir une séance de questions-réponses. Puis nous avons Paula James. Elle va discuter de la maladie de Wolfram, de la grossesse et le saignement après l'accouchement, les saignements postpartum. Paula, vous avez la parole. Paula, au micro. Julia, et voilà, la voilà. Merci, John. Merci à la FMH et aux organisateurs de m'avoir inclus dans la séance d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée de la femme aujourd'hui. Maintenant, je vais parler dans des sujets les favoris et le groupe des patients, un des groupes des patients favoris. Pour moi, ce sont les patientes qui sont enceintes. Voilà mes conflits d'intérêts. Ce matin, je vais couvrir les changements physiologiques qui surviennent dans le système hémostatique durant la grossesse et l'impact de ces changements-là dans les patientes atteintes des troubles de la maladie de Wilbrand. Et puis, on va parler de la prise en charge des patientes lors de leur grossesse, durant le travail, l'accouchement et postpartum. La grossesse est un moment des changements physiologiques très profonds. C'est quelque chose d'adaptatif et la grossesse est conçue pour optimiser l'environnement pour le fœtus, mais aussi pour éviter des hémorragies significatives, surtout au moment de la séparation de la placente, et ce qui est un des défis hémostatiques les plus importants, les plus significatifs un corps peut traverser. Donc, ces changements hémostatiques sont là pour éviter les saignements antépartum et postpartum. Voilà un résumé des changements qui se passent durant la grossesse. Pour les patientes avec Wilprand, on témoigne d'une augmentation du facteur 8 et du facteur de Wilprand. C'est quelque chose que l'on voit durant la grossesse normale chez les individus qui ne sont pas atteints de la maladie de Wilprand. Lorsque l'on regarde le risque des saignements auquel j'ai fait référence, euh, il y a quelques instants, on voit les saignements qui se présentent dans le groupe de contrôle et chez les patients avec la maladie de Wilbrand. Et voilà les trimestres dans la première colonne. Donc, les taux de saignements sont plus hauts pour les patients atteints de Wilbrand. On voit davantage donc ces saignements ne veut pas dire nécessairement que la grossesse va se perdre, qu'il y aura un faux accouchement. Euh, les, mais nous, c'est vrai que nous avons des taux plus hauts de hémorragie postpartum. Donc, c'est quelque chose à considérer sérieusement. Cette publication d'il y a quelques années a pris en compte ce qui se passe dans les changements pour les facteurs de Wilbrand et les facteurs 8 dans les femmes, dans les grossesses. Et voilà la maladie de Wolfram type 1, type 2. La maladie type 3 n'est pas dans cette diapo, mais je vais vous expliquer ce qui se passe avec ce type de maladie. Euh, donc voilà le facteur 8 et dans la grossesse normale, les niveaux commencent à s'accroître tout au début de la grossesse et ils arrivent à un pic au moment de l'accouchement. Pour le type 1, on voit une augmentation qui est plus réduite, mais euh, il y a des patientes avec la maladie de type 1 qui ont une clairance augmentée en général, sauf ces patientes-là, on ne voit pas une normalisation chez ces patientes. Pour les patientes
de type 2 en bas, on voit l'activité de Wilprand, de facteurs de Wilprand dans les types 1, 2A et 2M. L'antigène de Wilprand augmente, mais l'activité n'augmente pas. Donc, c'est quelque chose à tenir, à considérer lorsque l'on évalue. Lorsqu'il n'y a pas de facteur de Wilprand, la ligne est plate et on n'a pas l'occasion de l'augmenter durant la grossesse, lorsque le facteur est complètement absent. Voilà un paper, un document très important créé par le docteur James et qui considère ce qui se passe au niveau de Wilprand et le facteur 8, non seulement chez les femmes normales et les femmes avec la maladie de Wilprand qui n'ont pas besoin de traitement durant leur grossesse, comparé aux femmes qui sont traitées. Dans chaque panel ou dans chaque graphique, la partie supérieure est normale. La partie moyenne est c'est quelqu'un avec la maladie de Wilprand dont le niveau se normalise durant la grossesse. Et le troisième, c'est les femmes qui ont besoin d'être traitées. Et dans ce cas-là, on les a administrés en remplacement de facteur 8 ou bien desmopressine. L'acide tranexamique n'a pas été utilisé pour cette étude. Ce n'était pas quelque chose d'habituel en 2015 pour prévenir l'hémorragie postpartum. Ce qui est important, c'est que les patientes qui ont des niveaux accrus durant la grossesse n'arrivent pas au niveau normal. Si on traite les individus atteints de la maladie de Wilprand, en général, au moins pour la période postpartum, ils ne seront pas traités au même niveau dans lequel ils seraient trouvés. Au moment du travail ou de l'accouchement, on arrive à quelque chose qui est plutôt physiologique, mais pas durant une période étendue. C'est pourquoi est-ce que ça a été important? C'est à cause de cette graphique qu'on considère les mêmes groupes des patientes. Pour chaque semaine, on a des individus normaux, puis à gauche, les individus qui ont euh, la maladie de Wilprand sans traitement et au milieu, les patientes traitées. En général, le saignement général, on considère les PBAC scores, les scores PBAC. Probablement, c'est semblable durant la première semaine ou les premières semaines. Et puis, on a un changement négatif, c'est-à-dire que les patientes avec la maladie de Wilprand, même si on les traite contre les saignements après 4, 5 ou 6 semaines, cela est lié à la diapo précédente où on n'a pas assez de traitement. Donc, je vais maintenant évoquer comment je traite les patients atteints de la maladie de Van Willebrand avant la grossesse. Donc, bien sûr, la grossesse commence avant le fait de tomber enceinte parce que j'avertis en général mes patientes sur les risques qu'elles encourent, elles et leur bébé. Le risque pour le bébé est de 50-50. 50% 50% de risque que le bébé soit affecté. Le bébé a en général un phénotype plus, moins sévère et par contre, si le père a également la maladie de Van Willebrand, s'il est, cela peut augmenter le risque de maladie de Van Willebrand plus sévère chez le bébé. Et puis, on a entendu tout à l'heure l'importance de l'anémie. Ça, c'est effectivement très lié à la santé du bébé ou de la maman. Si la mère présente une carence en fer pendant la grossesse, cela aura des conséquences sur le bébé. Donc, c'est très important de détecter cela. Et puis, important de travailler avec les collègues obstétriciens pour qu'ils connaissent bien l'implication de cette maladie sur le déroulement de la grossesse et sur le déroulement de l'accouchement. Alors, je vais parler un petit peu de l'acide tranexamique qui a déjà été évoqué dans la présentation précédente. C'est le sujet le plus important à développer. C'est un inhibiteur fibrinolytique
très, très utile pour limiter le risque de décès dû à des saignements, des hémorragies traumatiques en postpartum. Et je crois que au tout départ, l'acide tranexamique n'était pas utilisé dans la période postpartum parce qu'il y avait des préoccupations liées à la thrombose ou à la création de- d'un terrain favorable à la thrombose. Mais nous avons par la suite découvert que non, ce risque n'était pas fondé, cette préoccupation n'était pas fondée et qu'en revanche, l'acide tranexamique avait des effets bénéfiques très importants sans effet indésirable. Alors, cela, du coup, a été inclus dans les recommandations, les directives de prise en charge de la maladie de Van Willebrand. Donc, ce panel de lignes directrices suggère l'utilisation d'acide tranexamique euh, chez les femmes atteintes de la maladie de Van Willebrand de type 1 notamment, et cela peut être le cas également chez les types 2 et 3. Alors, il faudra pour cela renforcer les preuves. Mais ce qui est important, c'est, comme je le disais, que c'est également euh, sans effet indésirable et sans risque pour l'allaitement ensuite. Donc, je contrôle toutes mes patientes à 32 semaines. Je contrôle leur niveau de fer. Si j'observe une carence de fer, c'est que je n'ai pas très bien fait mon travail. Donc, je suis très attentive à cela. C'est très important. Et puis, j'observe si le niveau de facteur de Van Willebrand a été normalisé et en fonction de cela, je définis le protocole d'action. Si le niveau de facteur a été normalisé, l'accouchement peut se dérouler normalement. Et si la personne a donc des niveaux normaux, nous autorisons l'accouchement dans un hôpital communautaire normal. Il n'y a pas en effet de risque accru de saignement, d'hémorragie lors de l'accouchement. Donc, on respecte dès lors le désir euh, de la mère. Aucun traitement prophylactique n'est nécessaire pour le travail et l'accouchement. Alors, en revanche, on évitera l'usage de forceps, d'extraction par ventouse et puis d'électrodes si possible. Les soins accordés aux nouveau-nés sont ceux accordés à tous les nouveau-nés. Alors, c'est en général le traitement accordé à toutes les femmes atteintes de maladie de Van Willebrand dont le taux de facteur a été normalisé. Toutefois, environ 20% des femmes ne parviennent pas à une normalisation du taux de facteur malgré le traitement, notamment pour les types 2 et 3. Donc, à 32 semaines, si le niveau est toujours trop bas, alors on autorise toujours parfois l'accouchement l'accouchement par voie naturelle, mais nous recommandons que cela soit effectué dans un centre euh, 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 obstétrique plus spécialisé et puis à des horaires particuliers où on est assuré que l'équipe de prise en charge est complète et pourra prendre en charge d'éventuelles complications. Et donc, on choisit en général la provocation de l'accouchement pour provoquer l'heure de sa survenue. On procède à un traitement par remplacement de facteurs. Cela est préféré à la desmopressine. Donc, on utilise au Canada, on a des produits dérivés de facteurs, par exemple, mais il y a d'autres choix possibles. On arrive à 100% pour essayer de maintenir le niveau de facteurs stable tout au long du travail et de l'accouchement. Je, je, m-
J'effectue cela grâce à ma collaboration avec des formidables infirmières. On effectue cela par perfusion continue et on contrôle les niveaux toutes les 4 heures avant de démarrer la provocation de l'accouchement. Une fois que les niveaux sont normaux, nous donnons le feu vert pour le début de l'anesthésie locale. Et puis, bien sûr, on continue la perfusion si nécessaire. Alors, les directives de prise en charge de la maladie de Van Willebrand évoquent l'anesthésie neuraxiale pendant le travail. Alors, il s'agit effectivement de contrôler les niveaux et il est suggéré un niveau cible de 100% à peu près, ou 1,50 IU par millilitre pour permettre donc une anesthésie neuraxiale et on cherche à maintenir les niveaux tout au long de l'anesthésie neuraxiale. Alors, pour résumer ce que je viens de vous présenter, je, je ne, je ne saurais trop insister sur l'importance du contrôle de la déficience, carence en fer, élément fondamental. Et puis, on détermine aux alentours de 32 semaines si les niveaux de facteur 8 et facteur de Van Wiebrand sont corrects, sont normaux. Selon les résultats, eh bien, on choisit la marche à suivre. La plupart des patients de type 1 présentent à cette phase des niveaux corrects. Bien souvent, en revanche, les patients de type 2 ou type 3 montrent encore une activité trop basse du facteur de Van Willebrand. J'insiste également, et cela ressort de ma présentation, on ne connaît pas exactement le niveau à cibler, euh, mais c'est un élément, au niveau de facteur, c'est un élément qui conduit à faire l'objet d'analyse et de recherche. Je profite de cette plateforme pour remercier toute l'équipe qui travaille avec moi et qui me permet d'approfondir constamment mes connaissances. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette formidable présentation. Alors, malheureusement, Lorraine a quelques soucis de connexion. Elle ne va pas pouvoir nous rejoindre pour le moment. Peut-être qu'elle pourra nous rejoindre tout à l'heure. Donc, je vous propose de passer directement à la séance des questions-réponses. Donc, il y a une section euh, con- spéciale pour les questions-réponses. Nous avons déjà 2 questions qui ont été posées. Je vais lire la première. Chers collègues, j'ai une patiente de 30 ans qui présente des, un taux d'antigène VWF de 60%, alors que la normale est entre 50 et 160, et une activité du facteur de Van Willebrand de 17%. Je n'ai pas accès au RCO VWF de la maladie de Van Willebrand ou d'analyse multimère. Donc, que pourrait-on faire dans ce cas? Merci beaucoup. Je vois que cette personne dit qu'elle n'a pas accès à l'analyse multimère. Donc, c'est effectivement, une donnée importante. Alors, il s'agit de savoir exactement où le test a été effectué. C'était important parce que, comme je l'ai mentionné dans ma présentation, certaines études peuvent donner artificiellement l'impression d'une réduction du facteur de von Willebrand. Il faut donc, par conséquent, répéter le test. Et il y a parfois des écarts importants entre le taux de facteur et le taux d'antigène. Donc, il s'agit de refaire le test, et comparer le ratio lors des différents tests et se référer ensuite aux directives de prise en charge de la maladie de Van Willebrand.
Hein, donc, un faible ratio indique le type 2 de maladie de Van Willebrand le plus sévère. Et ce qui est intéressant également, c'est que les patients ont un problème de plaquettes et cela peut indiquer peut-être indiquer le type 2 de la maladie de Van Willebrand, de B, de M. Alors, je n'ai pas pu entrer dans les détails de ces différents types par manque de temps, mais le type de B montre un problème de mutation du gène avec un problème d'agrégation de plaquettes également. Donc, on peut soupçonner effectivement un type 2, mais il convient de répéter le test pour en être certain. Et c'est un élément important puisque de ce diagnostic ressortira la prise en charge la plus adaptée, notamment ensuite si l'on envisage une grossesse pour ensuite prendre en charge la grossesse et le postpartum. Merci, Dr. James. Pourriez-vous utiliser, pardon, faire des commentaires sur les sessions de DVP durant leur grossesse? Oui, sans aucun doute, il y a de la bibliographie qui dit qu'on peut le faire en toute sécurité. C'est un lieu raisonnable, où il y a des contextes raisonnables où l'on peut utiliser la desmopressine. Je ne le recommande pas durant l'accouchement, le travail, à cause de la hyponatrémie. On a tout un défi hémostatique lors de la séparation de du placenta. Donc, si on administre de la desmopressine, on l'utilisera après le clamp, de la corde umbilicale, mais il y a un risque d'hyponatrémie, c'est-à-dire une réduction du sodium dans le sang, ce qui peut conduire à quelques convulsions. Donc, bien que je le recommande pour le travail, l'accouchement, mais seulement si l'on n'a rien de plus, je pense qu'il faut préférer l'acide tranexamique et il faut être conscient de risques, c'est-à-dire la réduction du sodium dans le sang ou hyponatrémie qui peut survenir à cause de l'utilisation de la desmopressine. Docteur Shivat, comment est-ce que vous différenciez entre une femme atteinte d'hémophilie et une femme atteinte de Willebrand? J'aime bien cette question-là. Et je suis passionnée des femmes atteintes de troubles de la coagulation. Durant beaucoup de temps, les femmes atteintes d'hémophilie n'étaient pas diagnostiquées, elles n'étaient pas reconnues. Il est important de reconnaître que les porteuses d'hémophilie peuvent avoir des bas niveaux des facteurs et quelques manifestations. Donc, il faut savoir quels sont les niveau du facteur de Willebrand, si elle se trouve dans la gamme normale, probablement c'est en cas d'hémophilie. On peut faire un diagnostic d'hémophilie si seulement le facteur 8 est bas, mais on peut faire aussi un test génétique pour avoir un diagnostic plus ciblé. Et il y a une autre situation qui peut être un peu confuse et qui a occasionné une situation clinique chez une de mes patientes. Et il y a des patientes qui ont un bas niveau de facteur 8. Il faut soupçonner la maladie de Willebrand là, parce que pour les patients de Willebrand de 1, 2 ans, ces patientes-là peuvent présenter un bas niveau de facteur 8. Donc, il faut considérer non seulement le diagnostic, mais aussi les tests supplémentaires pour confirmer ce diagnostic. Il y a une autre personne qui nous remercie des présentations. Le fait de comprendre la cible de facteur 8 dans votre pratique personnelle, qu'est-ce que vous ciblez? Si le Willebrand est supérieur à 50, est-ce que vous ne fournissez pas de remplacement supplémentaire de facteurs? Est-ce qu'il y a des situations où vous fournissez de remplacement de facteurs de Willebrand si les niveaux sont supérieurs marginalement euh, au chiffre 50? J'aimerais passer en revue cette question. Ma cible, c'est de 100%, mais c'est difficile surtout pour le type de
parce que ce qui se passe pour le type 2, on a une activité qui est un peu plus basse que le facteur 8, l'antigène, et l'augmentation, en général, l'augmentation se passe en parallèle. Donc, il faut s'assurer d'avoir une activité normale pour le facteur Willebrand, mais il ne faut pas augmenter l'antigène de facteur 8 de manière exagérée parce que sinon, il y a le risque de thrombose. Donc, il faut cibler le 5% pour les types 1 et les types 3 où il y a une activité parallèle, hein, il y a une activité qui est parallèle à l'antigène. Si les niveaux dépassent le 50%, j'utilise acide tranexamique pour toutes les patientes. Nous avons eu des bonnes expériences avec ce médicament-là. J'imagine une situation où l'on doit avoir une prise en charge différente. Par exemple, quelqu'un qui a eu un accouchement ou un travail géré seulement avec acide tranexamique et qui a pourtant eu des problèmes, mais euh, en général, on peut par exemple faire face à une autre situation avec la Wilprand de B où les niveaux doivent être augmentés de plus. Mais en général, avec la citranexamique, on peut obtenir des niveaux supérieurs à 50% et notre expérience a été bonne avec cette approche. Est-ce que les femmes avec tous les types de Wilprand de recevoir de la citranexamique durant 12 semaines après l'accouchement pour éviter l'hémorragie postpartum? Quelle est votre opinion durant l'accouchement de l'acide tranexamique intramusculaire? Merci, docteur Kulkarni. Merci d'être ici. Oui, c'est vous qui pouvez répondre à cette question mieux que tout le monde. Je pense que toutes les patientes de Willebrand, sauf s'il y a une contre-indication, devraient recevoir acide tranexamique oral pour éviter le saignement postpartum. Je ne spécifie jamais la durée. Selon ma expérience, ce n'est pas tant que 12 semaines. J'espère qu'ils prennent l'acide tranexamique jusqu'au moment de l'arrêt de l'acide tranexamique. Et après 3 semaines, nous faisons une vérification avec l'infirmière. Donc, si le saignement continue, même si il s'est amélioré, on peut continuer avec l'acide tranexamique jusqu'au moment de l'arrêt complet de l'acide tranexamique parce que je ne veux pas que le saignement s'arrête, arrêter l'acide tranexamique et que le saignement revienne. Donc, en général, on fait un check, un suivi pendant 3 ou 4 semaines dans le paper de James où le saignement s'est étendu durant 5 ou 6 semaines, par exemple. Je n'ai pas eu d'expérience avec l'acide tranexamique intramusculaire. Avec quelqu'un avec des niveaux non normalisés, c'est quelque chose que je permettrai. Mais, docteur Kolkarni, est-ce que vous aimeriez partager votre expérience dans le chat? Merci encore une fois d'être ici avec nous. Docteur Shivat, nous avons 2 minutes de plus pour notre Q&A et puis nous allons conclure notre réunion. Comment est-ce que vous traiterez un épisode d'enseignement dans une patiente de Willebrand dans un centre ou un pays où l'accès aux facteurs de Willebrand recombinant n'est pas disponible? Merci de votre question. Aux États-Unis et probablement dans d'autres pays développés, le facteur de Willebrand recombinant est disponible pour les femmes adultes, mais dans le monde pédiatrique, ce traitement n'est pas disponible selon les types d'enseignement. On a différentes options. Par exemple, si cet enseignement récurrent ou si les patientes va se soumettre à une procédure dentaire. Dans ces cas-là, on peut utiliser de l'acide tranexamique et l'acide aminocaproïque selon la disponibilité. Pour les traitements mineurs, on peut utiliser desmopressine. Il faut tenir compte que elle peut produire de la tachyphylaxie, donc les niveaux peuvent se réduire. On peut l'utiliser durant 3 ou 4 journées consécutives. Mais pour un enseignement plus sérieux, pour une chirurgie, le facteur Willebrand dérivé du plasma peut être administré. Nous l'utilisons toujours chez les patients pédiatriques et adolescents. Donc, c'est une option qui est très valide.
Nous allons mettre cette dernière question. Mon fils de 4 ans a des saignements fréquents dans le nez et de bleus fréquents, mais il est très, très actif. Donc, les saignements nasaux, est-ce qu'ils sont négligibles ou bien est-ce qu'il faut les explorer davantage? Nous n'avons pas des antécédents de saignements ou des troubles de la coagulation dans ma famille. Oui, c'est une situation qui se présente assez souvent chez les patientes ou les patients en général pédiatrique, surtout s'ils sont des enfants. Nous avons quelques outils d'évaluation des saignements qui vont nous aider à faire un diagnostic. Il faut considérer les caractéristiques du saignement nasal, la fréquence, la durée. Est-ce qu'il faut avoir une consultation médicale ou une prise en charge? Il y a des patients qui saignent dans le nez durant beaucoup de temps. Par exemple, il y a une baisse de l'hémoglobine. Ce sont des caractéristiques qui pourront soupçonner ou nous conduire à soupçonner la présence d'un trouble de la coagulation. Par exemple, si les saignements ont une durée de 2, 3 minutes, ce n'est pas significatif. Le traumatisme est sont la première cause des saignements, du saignement nasal chez les enfants. Mais si c'est un saignement plus prolongé ou plus sévère, cela mériterait une exploration plus approfondie de ce patient-là. Merci beaucoup. Merci d'avoir présenté cette information qui est tellement importante. Merci d'avoir pris le temps pour répondre à toutes les questions. Je sais que on n'a pas répondu à toutes les questions. Nous ferons de notre mieux pour répondre à toutes les questions. Cette réunion est enregistrée et vous pourrez accéder à notre réunion à travers la plateforme. Donc voilà le test des connaissances. Maintenant que vous avez déjà participé à ce webinaire, est-ce que vous pouvez classifier votre connaissance sur la maladie de Wilbrand, les saignements de l'appareil reproducteur et nous allons voir la dernière et puis voilà les valeurs de hémorragie postpartum. Donc, des très médiocres à excellentes, vous pouvez le classifier. Maintenant, pour nous montrer ou nous démontrer si vos connaissances se sont accrues. Donc, pour la question 1, maladie de Wilbrand, 2, hémorragie de l'appareil génital, 3, hémorragie postpartum, vos connaissances, est-ce qu'elles sont maintenant très médiocres ou bien excellentes? Et vous avez vous avez toute la gamme. J'ai beaucoup appris et j'ai essayé aussi de prendre des notes. J'aimerais re-regarder le webinaire pour absorber toutes les informations qui viennent d'être partagées. Merci à toutes et à tous. Merci d'avoir pris de votre temps pour classifier vos connaissances. On va voir la prochaine diapo. Je suis ravie de vous montrer cette diapo. Dans un mois, nous déplacerons à Madrid pour le congrès mondial de la FMH, le congrès 2024. Je vous encourage à participer. Vous pouvez vous inscrire. Le lien a été mis dans le chat. Si vous vous intéressez à ce webinaire, nous avons des séances excellentes au sein de notre congrès sur la maladie de Wilbrand, les femmes et les filles atteintes de troubles de la coagulation. J'espère que vous serez là avec nous. Donc, avec la prise de décision partagée, cette série de webinaires a été déjà lancée. La prochaine séance se tiendra le 12 mars. Nous allons avoir le prochain webinaire sur le partage des prises de décision. C'est un webinaire de 3 séances et vous pouvez regarder le webinaire qui a été tenu le 27 février et vous pouvez aussi marquer vos calendriers pour le webinaire qui se tiendra le 26 mars. Et
Bien sûr que nous avons besoin de votre soutien pour notre champion global de la FMH. C'est l'opportunité parfaite pour que vous partagiez votre engagement à la communauté des troubles de la coagulation. Nous avons besoin de donateurs pour améliorer et soutenir les prises en charge des personnes avec des troubles de la coagulation héréditaire partout dans le monde. Donc, vous pouvez scanner le code QR et faire votre contribution. Et je suis ravie de vous dire que moi, je suis une des championnes globales. Donc, ceci dit, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une très belle journée de la femme. Euh, Partagez l'enregistrement avec tout le monde une fois que l'on l'a posté dans le site. Merci aux docteurs qui ont fait leur présentation et je vous souhaite une très belle journée ou soirée. Merci.